Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. On va parler de souveraineté technologique en Europe. Cette souveraineté, elle exige notamment de garder le plein contrôle des infrastructures clés. C'est le sujet de l'interview aujourd'hui avec Nicolas Roy, qui est le directeur général du groupe Totem. On va parler de cette stratégie qu'on appelle autour des TowerCo, qu'on appelle les TowerCo. C'est en fait un nouvel acteur français de l'aménagement du territoire pour les télécommunications en Europe qui viendra nous expliquer quel est ce nouveau métier des opérateurs français et européens. Et puis autre sujet à la une dans Smart Tech aujourd'hui, c'est le plan de transformation numérique du ministère de l'Intérieur. 8 milliards d'euros sont prévus pour transformer à la fois les outils mais aussi les services de la sécurité intérieure. J'interrogerai à ce sujet la porte-parole du ministère et également le chef de mission innovation. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme. Là, il s'agira de parler de biotechnologie, comment elles peuvent, ces nouvelles technologies, nous aider à relever les plus grands défis dans le domaine de la santé. Et enfin, on conclura par notre séquence Ils font demain avec une découverte, la conception de serres qui pourrait demain permettre de nourrir les astronautes dans l'espace. Mais tout de suite, donc c'est notre sujet TowerCo, on parle de ces pylônes hautement stratégiques. Pour qu'un réseau mobile fonctionne, il a besoin de deux infrastructures principalement. D'un côté des pylônes qu'on appelle des infrastructures passives et de l'autre des antennes qui sont plus actives puisqu'elles émettent le signal. Une TowerCo, c'est une entreprise qui s'occupe des infrastructures dites passives. On va voir ensemble pourquoi c'est une activité stratégique. Bonjour Nicolas Roy. Bonjour Delphine. Vous êtes le directeur général du groupe Totem, donc société de gestion des pylônes pour antennes mobiles, donc on appelle les TowerCo. Aujourd'hui, Totem, c'est une TowerCo européenne qui est détenue à 100% par Orange. Vous nous dites pour autant, c'est quand même une filiale complètement indépendante puisque vous allez travailler pour l'ensemble des opérateurs qui le souhaitent. Est-ce que c'est une nouvelle activité véritablement pour Orange là, que vous développez puisque Totem n'existe de manière opérationnelle que depuis novembre dernier? Oui, alors les opérateurs ont toujours déployé des pylônes et sur ces pylônes, des infrastructures actives, des antennes pour diffuser le signal sur le territoire. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'on observe un grand mouvement de séparation en ce moment dans l'industrie des télécommunications entre les infrastructures passives, typiquement les sites mobiles, les tours, les pylônes, et puis les équipements actifs et le service qui est opéré par les opérateurs. Ce en quoi, effectivement, on s'inscrit dans ce mouvement de séparation, qui est un mouvement... Donc deux activités, vous nous dites, qui commencent à se séparer, enfin à vivre indépendamment l'une de l'autre, mais pour l'instant on trouve les mêmes acteurs, puisque c'est le même opérateur Orange qui va opérer les deux. Alors les activités maintenant sont bien séparées. La filiale Totem est totalement autonome, et son enjeu justement, c'est d'arriver à fournir, pas seulement à Orange, mais à l'ensemble des opérateurs, ce service d'accueil de leurs équipements de manière totalement neutre, équivalente pour l'ensemble des opérateurs. Et pourquoi ce choix stratégique justement de différencier ces deux activités? Parce que c'est une activité qui prend de l'ampleur? Alors c'est une activité qui prend de l'ampleur, c'est un mouvement qu'on observe partout dans le monde et en Europe, qui permet de bien valoriser ces fameux sites, ces tours qui correspondent à des contrats extrêmement longs, une vision long terme du business, et puis des activités de services qui sont plus court terme, avec des technologies qui sont renouvelées fréquemment sur ces pylônes. Alors en quoi ça reste une infrastructure clé à partir du moment où on la nomme passive? En fait, il s'agit juste d'un pylône. Oui, mais quand on regarde ce qui fait la richesse d'un opérateur, c'est dans un premier temps ces fameux sites. C'est-à-dire que le territoire doit être en quelque sorte éclairé, doit être couvert par les opérateurs, avec un site tous les 400-500 mètres en zone très dense comme à Paris, quelques kilomètres de distance en zone rurale, et c'est vraiment cette grille de sites qui fait la richesse des opérateurs. Et donc en premier lieu, un réseau mobile, c'est une grille de sites. Et après, ce sont des équipements, effectivement, qu'on vient placer sur ces sites, au gré des technologies et au gré du signal qu'on doit diffuser. Ça doit être très compliqué aujourd'hui de trouver des nouveaux sites. Alors effectivement, c'est compliqué. Il faut absolument arriver à mettre d'accord les parties prenantes, donc le bailleur qui nous loue son terrain, les opérateurs, bien sûr, qui sont intéressés par des localisations très précises, les collectivités locales, différentes personnes. Et le propre de Totem, c'est d'échanger avec tous ces partenaires pour arriver justement à trouver les bons emplacements, à trouver le meilleur compromis qui satisfasse chacun. Mais on pourrait penser que c'est plutôt une activité en décroissance, puisqu'il y a déjà énormément de pylônes installés. Alors de nouvelles antennes à poser dessus, mais enfin, il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui sont présentes. Quelle est la perspective de croissance dans ce domaine? Le besoin en connectivité n'a jamais été aussi élevé. Davantage? N'a jamais été aussi élevé parce qu'on se rend compte qu'en fait, plus ça avance, plus nos smartphones communiquent, plus on invente des nouvelles applications, plus le besoin est essentiel. Et donc, avoir une connectivité qui soit parfaite, qui soit totale, qui couvre l'ensemble du territoire,
dans les zones très rurales comme dans les zones très denses, c'est capital. Donc on n'a pas fini d'aménager le territoire. On n'a pas fini d'aménager le territoire. Et d'ailleurs, alors ces acteurs, les TowerCo et Totem, sont là non seulement pour couvrir, je dirais, le réseau tel qu'on vient de le décrire, mais également ces lieux spécifiques que sont les zones très denses, les salles de spectacle, les salles de sport, les lieux de transport. Voilà, c'est des endroits où, du fait du confinement de ces endroits, l'installation est compliquée. Et donc là, les acteurs comme les TowerCo et comme Totem sont des acteurs neutres qui proposent d'emblée de couvrir pour l'ensemble des 4 opérateurs en France. Alors, vous parlez de sites spécifiques. Est-ce que ça, c'est lié aussi à l'arrivée de la 5G? C'est-à-dire que la 5G va développer davantage cette activité? Alors, la 5G, elle répond à 2 besoins. D'abord, toujours plus de connectivité. Nos smartphones consomment de plus en plus de données. Et rappelez-vous, la 3G qui a servi ces besoins, maintenant nous paraît obsolète. Il y a eu la 4G, heureusement, et maintenant la 5G arrive. Et puis, il y a un deuxième besoin qui est apporté par la 5G et qui va couvrir le monde entreprise. Le monde entreprise, contrairement au monde grand public, satisfait d'une connectivité, j'ai un peu statistique, a besoin d'une connectivité qui soit parfaite. L'activité industrielle repose sur un smartphone ou sur un objet connecté, il faut que ça couvre parfaitement. Et c'est là où, effectivement, encore une fois, on a besoin d'avoir une couverture du territoire de par les TowerCo, de par Totem, qui soit parfaite, je dirais, quasi parfaite. Alors, le choix de Totem, du nom, est assez étonnant. Vous dites les infrastructures mobiles sont devenues les totems de notre civilisation numérique. C'est-à-dire oui, alors le nom, des emblèmes protecteurs même. Alors le nom Totem, d'abord, c'est une très belle marque parce que c'est un nom qui se décline dans toutes les langues. Donc ça, c'est une très belle marque. Oui. Et puis ensuite, effectivement, c'est quoi un totem? C'est l'objet un peu emblématique autour duquel la communauté se rassemble. La communauté se soude, communique. Et donc effectivement, c'est assez emblématique de ce que sont nos sociétés modernes, où le totem, l'antenne ou le pylône, c'est un peu le dernier signe visible de ces communications invisibles qui fondent nos sociétés. Et puis au-delà de ça, et ça concerne plus le management de Totem, je pense que notre enjeu, c'est justement l'échange, c'est le partage, c'est trouver le compromis, la négociation avec les différents parties prenantes du territoire et les opérateurs. Et donc, voilà, vos clients, ce sont les autres opérateurs? Et nos clients, nos clients sont tous les opérateurs. Sont tous les opérateurs en premier lieu, et ce sont également d'autres exploitants qui ont un intérêt à trouver des infrastructures hautes. Alors, il y a les réseaux, par exemple, publics, safety, qui permettent de diffuser les signaux des pompiers, de la gendarmerie, de la police. Il peut y avoir aussi des réseaux qui intéressent l'industrie, pour relier les objets connectés à des applications métiers. Donc ça va bien au-delà des opérateurs, même si en premier lieu, ce sont les opérateurs, nos clients. Et alors on disait que c'était donc une infrastructure clé pour le développement des télécommunications. Aujourd'hui, on trouve qui principalement comme acteur derrière les TowerCo? Alors derrière les TowerCo, en Europe, pas qu'en France. Alors, nos fournisseurs, vous voulez dire nos fournisseurs... Non, je veux dire, les entreprises aujourd'hui derrière les TowerCo, qui sont-elles? Donc, vous êtes un exemple, un opérateur. Alors il y a une concurrence assez forte dans le domaine des TowerCo en Europe et aux États-Unis, avec des acteurs d'abord aux États-Unis qui sont mis en place depuis le temps. Et puis en Europe aussi, il y a en ce moment une tendance à la consolidation de ces activités de fourniture de tours. Mais ce sont principalement des entreprises qui viennent du monde des télécoms. Alors, on trouve 2 types d'entreprises. On trouve des entreprises issues du monde des télécoms, un peu comme Totem, qui sont issues de séparation de ces infrastructures passives des réseaux. Et puis, d'autres acteurs qui viennent plutôt du monde du real estate ou du monde financier, qui d'emblée ont construit des TowerCo. Donc, on a cette dualité. Et il y a un besoin très fort d'industrialisation de cet écosystème. On part d'un monde qui est très financier au départ, avec une vision de la communauté financière qui est effectivement de séparer les infrastructures passives du service. Et puis en fait, il y a un besoin de service, d'industrialisation. Et c'est pourquoi la façon dont on place Totem, c'est vraiment d'être la TowerCo de confiance qui permettra demain de faire en sorte que les opérateurs d'une part et puis l'ensemble des parties prenantes du territoire aient réellement confiance dans ces activités qui demandent encore une fois d'échanger pour être le plus juste possible et puis satisfaire les besoins finaux du client. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui c'est important pour garantir, assurer la souveraineté de l'Europe, ça veut dire qu'il y aurait des menaces étrangères sur ce secteur ? Alors, il n'y a pas de menace a priori étrangère, mais c'est important que ces infrastructures, effectivement, on en fasse un vrai business, une véritable industrie, avec effectivement une précaution particulière s'agissant d'infrastructures qui sont sensibles. On peut faire le parallèle avec les câbles sous-marins ? Ou jusqu'ici, jusqu'à un certain temps, seuls les opérateurs en fait étaient
ceux qui posaient ces câbles sous-marins, et aujourd'hui on voit que ce sont des GAFAM qui s'en emparent. Est-ce qu'on pourrait avoir la même histoire sur les pylônes? Oui, alors, en tout cas, c'est important que ces infrastructures qui, pour le coup, sont, contrairement aux câbles sous-marins qui sont en eau internationale, sont sur le territoire, restent effectivement, je dirais, contrôlées par des acteurs qui peuvent assurer la souveraineté de ces infrastructures dans le long terme. Bon, très bien. Merci beaucoup, Nico Laura, directeur général du groupe Totem. Donc Totem, notre coworco européenne et française. Merci beaucoup pour vos explications. À suivre dans Smart Tech à la une, on va parler de ce plan de transformation de la police à 8 milliards d'euros. Dans le Tech Talk aujourd'hui de Smart Tech, on va parler de cette transformation numérique de la police. Je disais un plan à 8 milliards d'euros. On en parle avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Je précise que maintenant, vous possédez un podcast au ministère de l'Intérieur qui s'appelle Vis-à-vis. Tout à fait. On rassemble des personnes, soit qui travaillent ensemble, soit parfois qui ne sont jamais rencontrées, et on les réunit pour des témoignages très humains. Et on sait que les gens aiment beaucoup écouter ça, notamment dans les transports. Et nous, on aime partager les histoires de ce grand ministère. Donc ça tombe bien. Ça permet de rentrer un peu dans les coulisses des différents métiers du ministère de l'Intérieur. Et à vos côtés, Bertrand Gouillard, chef de la mission Innovation, Simplification et Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en charge notamment de la conception et du pilotage de la stratégie opérationnelle liée à l'innovation sous le label Minov. Merci à tous les deux de bien vouloir nous expliquer ce qui va se passer. Alors, avec ces 8 milliards d'euros, quel est le projet? Pour commencer, peut-être dire d'où on part. Cette transformation numérique de la police, elle ne part pas de zéro quand même. Alors, on part de loin? Alors, je dirais de la police, mais plus généralement des forces de l'ordre et du ministère de l'Intérieur qui avaient bien besoin de cette transformation numérique. Si je fais un petit retour en arrière, on peut dire qu'il y a quelques dizaines d'années, on était sur des pilotages technologiques qui ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire qu'on faisait tout en interne avec nos policiers, nos gendarmes, et assez vite, on voyait que s'il y avait des départs à la retraite ou des changements de technologie, on n'était clairement pas à la pointe. Donc on a changé un peu de manière de faire. Au départ, on s'est dit, on va faire nous-mêmes les cahiers techniques, le cahier des charges techniques, et puis à la fin, on associera des industriels, des start-up ou d'autres entreprises pour nous aider. Et on a bien vu aussi que ça dysfonctionnait. Donc maintenant, on est vraiment dans cette transformation technologique. On est sur un changement de méthode. Et dès le départ, on associe des entreprises, on travaille avec eux et on imbrique des ingénieurs, des forces de l'ordre, donc des bénéficiaires aussi et les entreprises. C'est-à-dire que le cahier des charges n'est pas fait uniquement du côté du ministère, il est fait aussi avec tous les intervenants extérieurs. On travaille tous ensemble, effectivement, parce que sinon, on sait bien que déjà, on prendra beaucoup de temps avant d'arriver au produit fini. On accepte aussi d'y aller brique à brique, c'est-à-dire de lancer des premières versions qui sont peut-être pas à 100% optimales, mais qu'on va améliorer dans les semaines, dans les mois qui suivent. Donc voilà, c'est un changement aussi d'état d'esprit pour nous, et c'est un long processus qui commence à porter ses fruits. Vous entrez dans la méthode agile, alors. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, Bertrand Gouillard, vous avez beaucoup travaillé aussi en tant que conseil, en indépendant, du côté de l'entreprise. Pour vous, 8 milliards d'euros pour transformer la police, au ministère de l'Intérieur, pour être plus large, ça vous semble beaucoup ou très peu? Alors, c'est vrai que c'est des budgets qui ont été estimés en interne. Donc, je dirais que là-dessus, je ne vais pas revenir sur le montant précis, si c'est plus ou moins. En tout cas, il y a une vraie démarche, comme l'expliquait Camille, qui est une démarche à la fois interne et externe. Et cette démarche-là, elle s'appuie sur une stratégie. Et c'est une stratégie qui se décline, en fait, on va dire, sur 4 piliers. Pilier vraiment la notion de laboratoire d'innovation. Donc je pourrais revenir après un peu plus dans le détail. Il y a la notion d'un club. Un club, donc c'est un réseau des innovateurs au sein du ministère. Donc là, on a lancé cette dynamique en automne 2021. Donc ça permet de fédérer des initiatives, ça permet vraiment d'impulser une vraie dynamique pour qu'effectivement les dépenses de ces 8 milliards soient les mieux dépensées dans le temps. Donc avec différentes étapes. C'est la somme qui était demandée au départ, ça, 8 milliards? C'est la somme qui a été évaluée, et puis tout ça, on ne l'a pas dit encore, mais c'est combiné avec le projet de loi d'orientation et de programmation qui va couvrir la LOPMI, qui va couvrir 2023-2027. Donc on est sur un montant global, mais aussi sur plusieurs années, parce que on voit bien qu'il ne faut pas faire des innovations au coup par coup, mais qu'il faut être dans la programmation, comme le font très bien les armées, par exemple.
Alors, si on reprend effectivement les principaux objectifs, il y a toute la partie du côté du service que rend le ministère de l'Intérieur, la partie dématérialisation. Là-dessus, même question, on ne part pas de zéro, on a déjà beaucoup de services qui sont Alors, on lancés. a beaucoup de services, d'une part pour les victimes, la pré-plainte en ligne, qui commence à devenir plainte en ligne pour certaines infractions, les chats par exemple, pour les violences sexuelles et sexistes, où on peut rentrer en contact directement avec un policier, un gendarme, et accéder plus facilement au dépôt de plainte avec un rendez-vous pris par l'intermédiaire de cette plateforme. Et puis, c'est plein d'autres outils, vraiment, on dit serviciels pour les démarches, pour faciliter les démarches des gens, par exemple sur les procurations ou sur les élections en général. On a monté récemment un portail où on peut tout retrouver, la propagande électorale, les professions de foi, comment vérifier qu'on est bien inscrit dans son bureau de vote, comment faire sa procuration, etc. Donc, on essaie de simplifier les démarches pour les usagers. Et souvent, par ce biais-là, on arrive aussi à faciliter le travail en fait, des agents en préfecture. Et là, le reste à faire, justement, vous l'évaluez à quoi? Il y a beaucoup de choses qui restent à faire en matière servicielle? Oui, il y a beaucoup de choses parce qu'aussi, il faut, des fois, c'est des outils disparates qu'il faut arriver à regrouper dans des portails et c'est pas si simple. Il y a encore d'autres outils qui peuvent être mis en place, des sites internet. Par exemple, on est sur la dématérialisation des procédures pour les demandes de titres pour les étrangers ou aussi pour les étrangers qui veulent travailler en France. Et tout ça, c'est un projet important. Il y a 10 millions de bénéficiaires, donc c'est énorme en fait, une population étrangère en France qui a besoin d'un titre de séjour, qui a besoin de travailler. Les étudiants étrangers qui nous rejoignent en France. Donc voilà, ça c'est encore en train de se développer, mais on y va étape par étape sur des projets qui durent plusieurs années, mais au fur et à mesure, on réadapte, on améliore et on élargit surtout à l'ensemble des bénéficiaires. Alors, il y a évidemment le volet financier, mais il n'y a pas que ça dans la transformation numérique d'une organisation aussi vaste que celle du ministère de l'Intérieur, avec tout son historique. De quoi on a besoin? C'est quoi le moyen nécessaire, utile, efficace qu'il faut mettre en œuvre pour réussir une transformation? Dans les projets de transformation, il y a des démarches. Déjà, il y a une impulsion forte de la part de la direction générale, donc du ministre en l'occurrence. Donc là, c'est un signal fort, effectivement, pour l'ensemble des agents. Donc les 300 000 agents donc, sont impliqués en fait, par cette démarche-là. Donc après, il y a des méthodes. De méthodes pour appliquer en fait ce qu'on a dit une méthode agile, donc notre façon de se mettre en mode projet. Il y a des outils. Et donc ça, en fait, ça permet de rentrer dans une vraie dynamique, en fait, ce qu'on appelle une méthode, une démarche, une démarche, une méthode et des outils. Et donc ça permet effectivement de se lancer dans une vraie dynamique. Donc ça, c'est la combinaison idéale. Exactement. Et à la fois aussi très, très proche au niveau territorial. Nous, on a un réseau en fait au sein du ministère de plus d'une quinzaine en fait de laboratoires territoriaux, donc qui sont plus proches en fait à la fois des agents, mais également aussi des citoyens. Donc ça permet aussi pour nous au sein de l'administration centrale, comme on dit à Place Beauvau, d'avoir cette vision aussi éclairante, parce que ça permet de détecter des signurs faibles. Et ça remonte vraiment du terrain? On en fait quelque chose? Ah oui, il y a un processus dédié? Il y a un processus dédié, donc on pourra le détailler, mais en tout cas, on a mis en place une cartographie des initiatives, et cette cartographie des initiatives, elle recense à peu près 1300 initiatives du terrain, également administration centrale et services déconcentrés, et ça permet effectivement de détecter déjà des sujets, par exemple de chatbot. Il y a tel chatbot qui est fait dans telle ou telle préfecture, donc c'est intéressant qu'une préfecture qui a également ce besoin-là, de pouvoir systématiquement se dire je ne pars pas d'une page blanche, et donc je vais directement voir ce rétex auprès de cette préfecture. Donc c'est une accélération de la dynamique. Il n'y a pas un changement on va dire une innovation, on va dire de rupture, mais c'est une innovation continue, de brique à brique, et donc avec une vraie impulsion. Et puis clairement des moyens. On a besoin de ces moyens. La moitié des moyens qui est dans ce projet de loi est dédiée au numérique ou à la transformation du numérique. Et l'idée, c'est vraiment d'être en moteur, en dynamique, mais d'amener avec nous tous les fonctionnaires de ce ministère pour pas qu'il y ait une rupture entre les ingénieurs ou ceux qui travaillent sur ces innovations et nos collègues de terrain. Donc vraiment, c'est une dynamique qu'on veut partir du terrain et qu'on impulse grâce à ces moyens financiers. Alors, dans ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, on a aussi la volonté de réorganiser la gouvernance du numérique. Alors, expliquez-nous comment ça va s'articuler, parce qu'on aura un secrétaire général adjoint du ministère, la création d'une agence du numérique pour les forces de sécurité intérieure.
Qui va piloter quoi? Comment ça va s'articuler? Alors, il y a encore des travaux en cours. Là, on est dans la période de préfiguration, donc je ne peux pas vous dresser complètement cette cartographie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut regrouper, qu'on veut fédérer, et pour ce faire, avoir une agence dédiée, effectivement, qui va rassembler ces acteurs. Pour nous, c'était important que ce ne soit pas trop disparate. Parce que c'était où jusqu'ici? C'était pas c'était justement chez vous, c'était un peu dans chacune des général directions. Direction de la police, direction de la gendarmerie, la préfecture de police, la direction générale des étrangers en France que j'évoquais tout à l'heure, la direction qui est en charge des élections. Donc tout cela était très disparate et on a besoin aussi, tout simplement pour benchmarker. Tu parlais du chatbot, c'est très bien. Il y a des chatbots qui fonctionnent bien. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour d'autres qui en auraient besoin? Donc on a aujourd'hui besoin de se fédérer, de rassembler autour de ces moyens et aussi de pouvoir avancer ensemble. Complément? Oui, puis ça vient aussi dans une dynamique qui a été lancée également à l'automne 2021 sur un club, le club MINOV, ça s'appelle. Donc MINOV, c'est l'acronyme de ministère de l'Intérieur Innove. Voilà, donc c'est assez simple comme acronyme. Mais en tout cas, voilà, c'est un club qui permet de fédérer l'ensemble des différentes directions. Et justement, c'est une première brique qui permet aussi après de... Donc qui sera le socle de ce qui va être demain cette agence? Alors, c'est peut-être pas forcément le socle, mais c'est une première brique qui permet justement après d'aller plus loin dans la démarche. Et là, on est vraiment dans une démarche, je dirais, donc il y a une charte qui a été signée avec l'ensemble des directeurs du ministère, donc aussi bien le directeur de la police, de la gendarmerie, des étrangers en France. Donc voilà, il y a 23 acteurs mobilisateurs qui ont signé cette charte pendant le 20 avril. Et donc ça permet effectivement de dresser déjà un peu cette volonté affichée, clairement, et surtout de bienveillance, de bienséance, et après, d'une manière beaucoup plus structurée. Mais en tout cas, déjà, c'est une première brique qui est une volonté de dynamique avant de passer dans une démarche plus, on va dire, structurelle avec la création d'une agence. Alors, on a parlé du volet serviciel de cette transformation numérique. Pour les agents sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les promesses de cette transformation numérique? Qu'est-ce qui peut changer pour eux? Alors, dans ce projet de loi, il y a beaucoup de matériel soit innovant, soit qui existe déjà, mais qui ne sont pas suffisamment distribués. Alors, les caméras piétons, on a l'habitude maintenant de les utiliser. Il y en a à peu près 20 000 parmi les forces de l'ordre, mais c'est aussi tout ce qui est travail en mobilité. On voit de plus en plus les policiers, les gendarmes qui ont des tablettes numériques, qui ont des smartphones numériques et qui peuvent tout faire depuis cette tablette sans devoir retourner concrètement au commissariat ou à la brigade territoriale. Donc, c'est un gain de temps. J'ai vu aussi des exosquelettes qui étaient au programme. Alors ça, je pense que c'est plutôt en train d'être expertisé. Je ne sais pas si c'est pour demain. Oui, exosquelette pour la partie bouclier, en fait, pour les forces de l'ordre. On divise par 5 en fait, le poids sur un bouclier qui peut être de force de l'ordre de 40 kg. Donc on est sur 8 kg. C'est-à-dire c'est la structure en fait, qui porte la charge. Exactement. Et pour le policier sur le terrain, c'est donc 10-20 kg en moins, c'est ça? C'est 5 fois moins. Donc si on a un équipement de 40 kg, en fait, il est d'avoir sur un bras 8 kg et d'avoir potentiellement aussi une arme sur son bras, enfin sur sa main droite pour le coup. Donc s'il porte le bouclier sur la main gauche. Donc voilà, donc ça permet aussi de l'armer, alors ce qui n'était pas en capacité de le faire sur un bouclier de 40 kg, c'est un peu compliqué. C'est aussi au ministère de l'Intérieur qu'on crée la norme pour les sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que ça nous permet une fois de plus de fédérer une innovation qui pourrait bénéficier à une profession, par exemple la police, là pourrait aussi être de manière plus fédérée, proposée aux autres, gendarmerie, pompiers. Donc c'est aussi ça l'intérêt de l'agence, c'est de mettre en commun les bonnes idées, les innovations en partant aussi du terrain et d'avoir la capacité de travailler financièrement avec des entreprises. Autre sujet, c'est sur la partie cybersécurité. Sécurité intérieure, c'est aussi de la cybersécurité aujourd'hui. Il y a énormément de dispositifs annoncés. Moi, j'ai retenu par exemple la création d'un 17 cyber. C'est-à-dire en cas d'attaque, de cyberattaque, on pourra contacter un service dédié. Oui, alors on fait déjà de la prévention en matière cyber, mais c'est vrai que c'est surtout les grosses entreprises qui ont des RSSI ou qui sont vraiment emparées de ce sujet. Pour les plus petites entreprises ou pour les particuliers, ça reste des fois assez lointain. Tant qu'on n'a pas été hameçonné, on ne se rend pas forcément compte de la menace. Donc l'idée, c'est de faire plus de prévention et d'être en réaction dès que quelque chose se passe et d'avoir ce 17 cyber, effectivement, qui répondent comme le 17 police secours en cas d'attaque ou aussi pour réaliser de la prévention. Alors on travaille déjà beaucoup avec cybermalveillance.gouv.fr qui fait un travail de fond, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la menace
actuelle et c'est la menace qui va encore se développer dans les années à venir. Donc il faut qu'on soit Et là aussi, beaucoup c'est plus la présent. question, comment ça va s'articuler justement avec les autres services qui travaillent déjà aujourd'hui sur la cybersécurité? J'allais dire, malheureusement, il y a du travail pour tout le monde et il faut vraiment être en collaboration. Cybermalveillance.gouv.fr est vraiment... Il y a l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Pour le également. judiciaire, effectivement, et le système de Pharos, la plateforme en ligne où on peut signaler un contenu qui est illégal, l'apologie du terrorisme, la pédopornographie, etc., mais qui va s'occuper de l'enquête judiciaire. Donc une fois de plus, on a besoin de rassembler un peu nos forces et de finalement brancher les bons tuyaux pour que les gens aient un accès facile et pour autant que les services administratifs soient très bien coordonnés, que ce soit pour de la prévention, de la réaction, du judiciaire. Voilà en tout cas l'ambition de ce qui est dans ce projet de loi. J'ai vu aussi qu'il y avait demain la possibilité de faire des saisies d'actifs numériques, donc de crypto-monnaies. Tout à fait, les crypto-monnaies, on y travaille beaucoup. Il y a eu déjà des belles avancées de la police judiciaire dans ce domaine, mais il nous faut... anticiper encore plus, aller encore plus de l'avant sur les crypto-monnaies. Donc, c'est aussi un de nos combats. Et alors, pourquoi pas d'interdiction du paiement des rançons dans les cas de ransomware ? Pourquoi la France a fait le choix de ne pas les interdire ? Alors, je vois qu'il y a quand même une condition, c'est-à-dire que ne pourront être remboursés par les assurances que dans le cas où il y a eu un dépôt de plainte dans les 48 heures. Mais pourquoi pas avoir décidé clairement, simplement, d'interdire le paiement des rançons en France ? Je crois, alors j'étais pas dans les groupes de travail qui ont travaillé là-dessus, mais je crois que l'idée c'était pas d'avoir une posture générale et de le laisser libre à toutes les possibilités. Dans bon nombre de situations, les conseils qui seront donnés seront de ne pas payer la rançon. Donc voilà, je pense qu'il a été décidé en France, de les ne pas collectivités, complètement notamment, fermer la ont porte. plutôt ordre de ne pas payer les rançons. Mais pour les entreprises, donc on les laisse mettre on de les leur laisse décision. et parfois il y a aussi un accompagnement qui est proposé. Mais voilà, je pense que l'objectif a été d'élargir toutes les possibilités de ne pas enfermer certaines. Oui, en attendant de trouver des solutions peut-être qui permettent d'apporter des réponses autres que juste payer la rançon. Ça, c'est un peu tout le nœud du problème. Tout ça, ça va engager quand même une grosse transformation aussi au niveau de la formation à l'intérieur du ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, Bertrand Gouillard, vous diriez qu'on manque encore de profils techniciens Oui, il en manque forcément. Donc il va falloir recruter. Donc c'est un vrai enjeu pour le ministère, c'est la notion d'attractivité, comment on accueille en fait des talents et de les retenir. Donc ça, c'est un vrai sujet que tout le ministère en fait s'engage communément. Donc là, dans la loi de programmation, il y aura aussi une certaine dynamique en fait justement pour recruter des agents en fait plus formés sur la partie notamment technique. Donc je vois l'embauche prévue de 300 équivalents temps plein, plus 100 équivalents temps plein pour l'agence du numérique. L'idée, c'est vraiment aussi là, dans les différentes stratégies qui sont choisies, c'est de remettre la compétence en interne. C'est vrai que c'est une logique. Alors avec les préambules que disait Camille, ce qu'il faut, c'est faire attention aussi à ce que ces personnes-là, au bout de 10 ans, ne soient plus en fait dépositionnées par rapport en fait au ministère, parce qu'on va se retrouver avec une même logique que 10 ans après, ils seront plus forcément en mesure de prévoir les projets du futur. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on les a embauchés, il y a une formation continue. Et donc ça, c'est un vrai enjeu en fait de pouvoir les accompagner sur la formation. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec dans le cadre en fait du club Minov qu'on appelle. On a identifié des pépites. Donc chacune des différents en fait nous ont fait remonter des pépites, ce qu'on appelle des initiateurs ou initiatrices. Donc c'est un terme un peu commun, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces profils-là qui donnent une vraie impulsion à l'innovation. Et après avec des profils un peu plus techniques, mais en tout cas il y a une complémentarité. Si on a un profil trop technique par rapport à un fonctionnaire qui ne l'est pas, en fait il y a une vraie dichotomie. Il peut y avoir une vraie cassure en fait entre le besoin de co-créer et le côté technique. Donc ça aussi, il y a le côté en fait embauche de techniciens, d'ingénieurs, mais également aussi la fait de former en fait des personnes de mettre qui tout sont le monde sensibilisées au à niveau. l'innovation. Exactement. Donc ça se passe à tous les niveaux. Ça veut dire que j'imagine sur ce plan, il va y avoir une grosse partie qui va être budgétée sur la formation, Camille Chaise. Ah oui, la formation et je dirais même plus généralement du parcours de carrière, parce que c'est bien d'embaucher des gens, c'est bien de leur donner des responsabilités, du management notamment. Et c'est vrai que là, on est aussi à l'aube d'une transformation
réflexion interne au ministère de l'Intérieur qui est de mieux valoriser les parcours des contractuels qui nous rejoignent, de leur donner des positions d'encadrement et un vrai parcours de carrière pour les fidéliser et qu'ils puissent faire tout un bout de carrière chez nous et pas seulement un seul poste technique. Donc voilà, c'est aussi un changement en termes de ressources humaines, de posture qui passe de l'attractivité, du salaire d'embauche, mais aussi du parcours de carrière. Ça va être une grosse transformation des métiers au sein du ministère de l'Intérieur, là, ce qui va arriver. Oui. Oui. Donc ça peut être inquiétant, ça peut, je dirais pas que c'est inquiétant, ça oblige finalement à une dynamique, à un dynamisme par rapport à son métier, à se dire que oui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on l'exercera pas de la même manière, mais que l'on soit policier de terrain ou ingénieur ou encadrant, les choses doivent évoluer, mais on est un ministère dynamique et en transformation et toutes ces thématiques le montrent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Bertrand Grouillard, chef de la mission Innovation, Simplification, Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. On part en petite pause et on se retrouve juste après. On va parler de la nature qui inspire de nouvelles technologies pour la santé. Vous regardez Smart Tech, vous êtes sur la chaîne Bismart. On est en direct tous les matins à partir de 11h. Là, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. On va notamment découvrir une start-up française qui travaille à la conception de serres. Elle pourrait être utilisée demain pour nourrir les astronautes dans l'espace, mais ce sera l'histoire de la fin. En attendant, on a rendez-vous avec la nature, plus précisément avec le biomimétisme et Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur de la santé avec l'émergence de biotechnologies qui pourraient nous aider à relever quelques défis majeurs actuels. On va peut-être commencer par le défi des vaccins. C'est ça. Comme on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a malheureusement traversée, il y a eu beaucoup de problématiques autour des vaccins, notamment de conservation. Les vaccins doivent être congelés, selon les vaccins, mais ça reste moins 30, moins 40 degrés. Ouais. C'est pas facile à transporter. Dès qu'on les ouvre, ils doivent être utilisés très rapidement. Donc ça pose des énormes problèmes logistiques, c'est des coûts très importants. Et notamment pour les populations qui ont un accès moins facile aux vaccins, c'est beaucoup plus compliqué de leur amener. Donc problème logistique à la fois sur la chaîne de froid, logistique de transport. C'est ça. Donc il y a une grosse problématique de conservation des vaccins qui puissent se faire à température ambiante, voire à température élevée. Et alors, expliquez-nous maintenant, en quoi le biomimétisme, donc cette copie de la nature, peut nous aider? C'est ça. On a beaucoup d'organismes qui vivent dans des milieux arides, dans des milieux désertiques. Donc ils ont besoin de pouvoir résister aux saisons très sèches et très chaudes qui ont lieu. Là, la plante dont on va parler aujourd'hui, on l'appelle la plante de la résurrection. Son nom scientifique, c'est Myrotamnus flabellifolia. C'est une plante d'Afrique de l'Ouest et du Sud. C'est une plante médicinale pour pas mal de tribus africaines, notamment dans la culture zoulou, qui est utilisée pour soigner les maux de poitrine. Mais au-delà de ça, c'est surtout une plante qui est vecteur d'espoir. Pourquoi ? Parce que comme son nom l'indique, c'est une plante de la résurrection, c'est une plante qui meurt pendant la saison sèche. Et c'est une plante qui va revivre pendant la saison humide. On appelle ça l'hibernation chez les animaux. Chez les animaux, ça s'apparente un peu à l'hibernation, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la saison sèche, cette plante, elle n'a pas d'eau. Donc en fait, elle va se rétracter, elle va brunir, se dessécher complètement. Et ensuite, lors de la saison humide, lorsque l'eau va revenir, elle va absorber l'eau par ses racines et elle va réhydrater toutes ces feuilles qui vont retrouver leur belle couleur verte, qui vont se redéployer et qui vont pouvoir faire leur fonction, donc faire grandir la plante, se reproduire, etc. En fait, ce qui se passe au sein de cette plante, c'est qu'on a des chaînes de sucre, deux sucres en particulier, qui, lorsqu'ils sont privés d'eau, vont se rigidifier et vont faire un peu comme une cage de verre autour des cellules de la plante et vont les protéger pour assurer le minimum vital des fonctions. Et une fois qu'on le réhydrate, ces chaînes de sucre vont se casser et la plante va pouvoir retrouver ses fonctions comme d'habitude. Donc elle réagit à son environnement, elle accepte la contrainte. Dans le cas du vaccin, alors comment ça pourrait être appliqué? Alors c'est appliqué par un laboratoire britannique. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils dessèchent le vaccin par un procédé qui s'appelle l'atomisation. C'est ce qu'on utilise pour faire du lait en poudre. Ça permet de dessécher complètement une substance. Donc ils dessèchent ce vaccin en une poudre et ensuite ils viennent encapsuler le vaccin dans justement les mêmes sucres qui sont utilisés par cette plante. Ils vont faire une sorte de petite bille de sucre qui va contenir le vaccin. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que du coup, cette bille de sucre, elle va protéger le vaccin, donc il va pouvoir être conservé pendant plusieurs mois jusqu'à 40 degrés, ce qui en termes de conditions de conservation n'a rien à voir avec les conditions actuelles. Et en plus, ça peut être inoculé directement. C'est-à-dire que ces billes de sucre qui contiennent le vaccin sont en suspension dans quelque chose qui ne réagit pas.
Et quand on met dans l'organisme va dissoudre ces sucres et le vaccin va être réhydraté en quelque sorte, va être réactivé et pouvoir agir directement. Et ça, c'est ce dont vous nous parlez, c'est quelque chose donc, qui est déjà utilisé par des laboratoires ? Alors c'est quelque chose qui est commercialisé par un laboratoire britannique, le laboratoire Nova. Alors forcément, c'est un peu à nuancer, c'est pas forcément applicable à tous les vaccins. Et pour le développer sur un vaccin, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est une technologie qui existe et donc qui est applicable. Et comment est venue l'idée de cette plante donc, qui rentre en somnolence, C'est ça. d'utiliser cette capacité alors qu'au départ, c'était plus une plante pour se soigner ? Alors, en fait, c'est une plante qui, comme je le disais, est vecteur d'espoir dans les tribus zoulous. Et justement, cette capacité médicinale qu'ils lui trouvent, c'est notamment qu'ils partent du principe qu'ils sont capables de transposer cette capacité de revitalisation de la plante aux patients. Et alors là, on a parlé de Myrotamnus flabellifolia, mais il en existe beaucoup des plantes de la résurrection dans à peu près tous les déserts du monde. Il y en a au Mexique, il y en a plus au nord de l'Afrique. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez connu par les biologistes, cette plante de la résurrection. Et donc forcément, des scientifiques se sont dit qu'ils pouvaient s'en inspirer pour protéger des éléments de la sécheresse. Mais ça veut dire que cette plante, si elle vient comme ça dans notre corps sans avoir un vaccin à transporter, elle peut avoir cet effet également sur nous de régénérescence ? Oui, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié de manière très précise par des laboratoires occidentaux, mais il faut faire confiance à la médecine traditionnelle et c'est utilisé dans les tribus zoulous pour soigner la toux, pour soigner les maux de gorge, pour soigner aussi certains symptômes dépressifs. Et selon eux, ça fonctionne. Et selon moi, il faut faire confiance à cette médecine traditionnelle qui connaît son environnement de manière pas forcément scientifique, mais qu'il connaît par l'expérience. Et ça, c'est quand même une démarche scientifique nouvelle, en fait, de dire qu'on peut réunir la science et puis la médecine traditionnelle qui passait jusqu'ici pour un peu folklorique, non ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un enjeu assez compliqué. Ça, c'est le biométisme qui Alors, le change biomimétisme le regard ? aide beaucoup à ça parce que permettre de comprendre plus finement la biologie et comment on l'applique, ça permet aussi de comprendre comment fonctionne cette science traditionnelle. Mais c'est un vrai défi pour tous les scientifiques aujourd'hui de faire l'effort de se dire qu'on ne sait pas tout et que s'inspirer de gens qui font des choses depuis très longtemps qui fonctionnent, c'est une bonne idée pour développer de nouvelles technologies. Merci beaucoup Arnaud Vallée. Alors, vous venez de faire une résurrection de la médecine traditionnelle. Merci Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie qui nous fait découvrir régulièrement la magie du biomimétisme. À suivre dans Smart Tech, on va parler de serres, des serres pour la Terre, mais aussi pour l'espace. Alors aujourd'hui, je vous propose un reportage sur une start-up française qui travaille à la conception de serres en circuit fermé. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire pousser n'importe quelle plante, mais surtout c'est une solution technologique qui est destinée à la fois à la Terre, mais qui pourrait être également utilisée demain dans l'espace pour nourrir les astronautes en mission lunaire, par exemple. C'est un sujet qui vous est proposé par Cécilia Sévry et Soisic Houlier. Bonjour à tous. Faire pousser des plantes n'importe où, de la Terre à l'espace, c'est l'ambition de la start-up Interstellar Lab. Cette entreprise crée des pods, des serres 2.0 en circuit fermé qui permettent à des environnements végétaux de s'épanouir même à des millions de kilomètres de leur habitat naturel. Alors on est venu rencontrer aujourd'hui Barbara Belvici, la fondatrice d'Interstellar Lab. C'est parti. Alors notre mission, c'est de créer des structures déployables dans lesquelles on va contrôler toutes les conditions climatiques et atmosphériques et recréer un environnement idéal pour permettre aux plantes de pousser. Donc notre ambition, c'est de le faire sur Terre et aussi dans l'espace. Aujourd'hui, on travaille aux premières applications terrestres, donc on est en train de construire ici même les premières serres autonomes qui vont permettre une agriculture plus durable sur Terre. Alors ça, c'est un phytotron. Qu'est-ce que c'est un phytotron ? Un phytotron, c'est comme un mini biopode. Ouais. En fait, c'est un prototype d'environnement contrôlé. Donc, on va recréer à l'intérieur de cette cage métallisée, si on peut dire, un climat spécifique pour permettre à certaines plantes de pousser. Donc, c'est vraiment une mini version du biopode. Alors comment vous faites pour contrôler un climat ? Là, c'est quoi qu'on a par Alors exemple ? là, on recrée un climat plutôt type Madagascar. Ouais. Ce qu'on peut pousser à l'intérieur, c'est de la vanille et des orchidées. Donc là, la vanille, on est extrêmement content des résultats. Elle a poussé très vite et elle se déploie
très bien dans un système d'aéroponie. Je vais expliquer ce que c'est. Mais donc du coup, on recrée vraiment un climat Madagascar. Donc il fait très chaud, la température c'est plutôt 28 degrés. On monte les niveaux d'humidité, on booste les niveaux de dioxyde de carbone pour accélérer la photosynthèse de la plante en fait. Et voilà, et tout ça est complètement automatisé. Et donc nous, ça nous permet de tester l'automatisation du système avant de mettre ça dans le biopod. Donc il y a la partie contrôle de l'environnement qui est gérée par une partie software en fait. Tout à fait. Donc l'équipe au-dessus qui la reçoit toutes les données qui remontent. Donc on suit en temps réel ce qui se passe dans le phytotron, les différents niveaux de température, d'humidité. Et en fait, on a programmé des microcontrôleurs, donc ces petits ordinateurs, qui vont commander à l'intérieur ici pour qu'on garde toujours dans nos objectifs de température, d'humidité, de contrôle atmosphérique. Et c'est quoi l'aéroponie alors? L'aéroponie, en fait, ça consiste à un système de culture hors sol où on va créer une structure qui va permettre de maintenir la plante et en fait, les racines de la plante sont dans le vide. D'accord. Et donc, elles sont vraiment à l'air libre et on vient brumiser des fines gouttelettes d'eau avec des solutions nutritives directement au niveau de la racine. Et donc c'est une grosse différence avec l'hydroponie qui est un petit peu plus connue. Et puis ce que très peu de gens savent en fait, c'est que les systèmes d'aéroponie qui sont aujourd'hui utilisés sur Terre pour une agriculture dans laquelle on utilise moins d'eau, en fait sont tous issus de la recherche qui a été faite par la NASA depuis 20 ans sur comment cultiver des plantes dans l'espace en utilisant le moins d'eau possible. Les applications sont hyper larges en fait pour vos pods. Aujourd'hui sur Terre, nos premiers clients sont les acteurs de la cosmétique et de la pharmaceutique. On a aussi des agriculteurs et donc tous les industriels qui sont dans la production de nourriture, des instituts de recherche et des universités pour recréer les conditions idéales pour faire grandir des plantes. Et demain le spatial, et demain l'espace. Donc c'est vrai qu'on travaille déjà avec la NASA et avec le CNES pour faire la vision tout d'abord orbitale de notre système de croissance de plantes et puis la vision lunaire pour construire une serre sur la Lune. Ok, l'idée c'est de nourrir les astronautes demain? Exactement, c'est de leur apporter tous les nutriments qu'ils ont plus dans les petits sachets lyophilisés qui au bout d'un moment se dégradent et leur apporter de la nourriture fraîche avec de la vitamine C, de la vitamine D et plein de bonnes choses. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous regarder en direct à 11h sur la chaîne Bismart, mais bien évidemment nous retrouver en replay sur le site et puis nous écouter en podcast. Je vous dis à demain. On se retrouve pour de nouvelles histoires et discussions sur la tech.